Bonne année à toutes et à tous. Dans l'actualité ce soir, la date du 4 janvier, ramenée au 3 janvier pour cette année. L'on se souvient de ces images des émeutes à Léopoldville en janvier 1959 et la violente répression qui s'en était suivie. Événement qui a conduit une année après à l'indépendance du Congo belge. Dans ce journal, l'on refait l'histoire, y compris ses acteurs. Dans l'actualité également, ces doubles meurtres de deux sujets chinois à Monéditou, dans la province de Lomami. Une altercation avec un agent de l'ordre qui a viré à un drame. La vice-ministre des Affaires étrangères a promis de faire la lumière sur ces drames. On y revient en images et commentaires dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous. La date du 4 janvier qui tombe un week-end et la journée fériée a été ramenée, c'est vendredi 3 janvier. Alors que retenir de cette date si ce n'est le début d'une marche forcée vers l'indépendance? L'on se souvient en 1959 de cette rencontre de football The Club Mikado dont l'issue a pris une dimension politique conduisant aux émeutes et une violente répression par la force publique. Alors dans ce journal, l'on refait l'histoire à travers cette chronique signée Joseph Oscar Mbalkaïj. Suivez. 4 janvier 1959, l'émeute éclate à la capitale du Congo belge, Kinshasa. Des troubles qui ont été sanctionnés par une sévère répression des autorités belges. Le 4 janvier 1959, la BACO, Alliance des Bas-Congo, prévoit de tenir une assemblée à l'IMCA, commune de Kalamou. Le leader de la BACO, Joseph Kasavubu, prononce le 4 janvier un court discours annonçant que la réunion aura lieu après une déclaration du gouvernement belge prévue le 13 janvier de la même année. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder les vases, c'est la défaite de l'ASV Club face à l'équipe de Mikado. Ne pouvant pas supporter cette défaite, des dizaines de supporters déçus se sont joints aux militants de la BACO. La violence a fait parler d'elle. Des maisons, magasins, missions religieuses et symboles de l'autorité coloniale ont été vandalisés. 4 jours d'émeute, le bilan aussi entre 49 morts et des centaines de disparus. Kasavubu et d'autres meneurs de la BACO ont été arrêtés et emprisonnés pendant quelques mois. Et la date du 4 janvier sera ainsi dédiée aux martyrs de l'indépendance, car elle a accéléré l'accession de la RDC à sa souveraineté nationale et internationale. C'est dans cette vague de revendications des indépendances en Afrique que la République démocratique du Congo va accéder à sa souveraineté aussi bien nationale qu'internationale le 30 juin 1960. Et les Congolais pouvaient exulter indépendance tcha-tcha. J'en parlais tout à l'heure dans le titre. Pas assez d'informations sur ce qui s'est passé, mais dans le fait, il s'agit d'un double meurtre. Un agent de l'ordre a tiré à bout portant sur 2 sujets chinois à Monéditou, dans la province de Lomami. La vice-ministre des Affaires étrangères, Gracie Yamba, a présenté ses condoléances à l'ambassadeur chinois en poste à Kinshasa et a rassuré sur le fait qu'une enquête a été diligentée pour faire la lumière. D'autres détails, suivez. 2 sujets chinois en poste à Monéditou dans la province de Lomami pour la construction de la route nationale. Un incident d'un policier qui a tiré sur eux à bout portant. Une situation qui frustre les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Chine, qui a appelé la tenue d'une réunion de crise présidée jeudi par la vice-ministre des Affaires étrangères et coopération internationale, Gracia Yambakazadi. Elle a réuni plusieurs responsables de sécurité, dont ceux du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, qui ont pu cerner tous les contours de ce drame. Il a également été au cours de l'audience qui a contre l'ambassadeur chinois en République démocratique du Congo, Sabine, a reçu l'assurance de la vice-ministre des Affaires étrangères que pareil incident ne se produirait plus. Les mesures ont été prises pour apaiser et encadrer la communauté sur place. Des sanctions sont prévues pour l'auteur de qui ont encore. Le ministère de la
RDC en lui rassurant la volonté du gouvernement de la République de protéger les droits des ressortissants chinois en général, mais en particulier ceux venus travailler en terre congolaise. La présence sur la minière de Bakwanga-Miba en renaître des cendres. Le million de dollars américains investi par oxygène les activités ont un motif de satisfaction pour le comité de gestion. Le soulagement de Bakwanga représente aujourd'hui en général le 50 millions de dollars par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vise à moderniser les infrastructures de cette entreprise, adapter l'outil de production, améliorer les et rester la production au salarié le plus. C'est le du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été accueilli avec enthousiasme par le personnel et le syndicat. Le président du conseil d'administration de la MIBA, Jean-Charles Kotolo-Lakombe, a remercié le président de la République pour les efforts inlassables qu'il déploie en faisant de la MIBA sa préoccupation personnelle pour le décollage de la géante minière de Bakwanga. La solution est que nous devons arrêter de dépendre littéralement du gouvernement ou bien du ministère des Finances. La MIBA doit reprendre ses activités. Le chef de l'État, le gouvernement vient de nous doter de 70 millions de dollars. Mais 70 millions-là, il faut que ça soit géré. Une chose est vraie, et que les histoires de rétrocommission doivent prendre fin. On ne doit pas, nous sommes venus à la MIBA pour changer et non pas pour continuer avec des erreurs d'hier. Aujourd'hui, la relance de la MIBA est perçue comme une opportunité de redresser une industrie vitale pour la province du Kasaï oriental. La société minière de Bakwanga a longtemps été un acteur majeur dans l'exploitation du diamant. Cependant, des problèmes de gestion, de maintenance et de corruption ont conduit à un déclin significatif. Le président du conseil d'administration, Jean-Charles Kotolo-Lakombe, devant les retraités, a rassuré ces derniers quant à la reprise et au paiement de leurs rentes. La République démocratique du Congo, une économie tirée essentiellement par les ressources minières, ce qui constitue évidemment un handicap pour une croissance inclusive. Il faut donc diversifier l'économie. Comment y arriver? Les sujets étaient au centre d'une conférence débat en marge de la 46e édition foraine de Kinshasa. Eric Abamba a signé ses reportages. Un lieu de divertissement et de détente transformé momentanément ces jours en un lieu du savoir. Sous cette grande tente blanche, aménagée ici à la Foire internationale de Kinshasa, deux grands orateurs du jour pour édifier toute l'assistance sur l'apport du commerce extérieur dans le développement d'un pays. Le premier intervenant du jour, Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, a démontré les limites de l'actuelle politique économique axée essentiellement sur le secteur minier. Pour lui, le pays doit migrer vers un nouveau modèle, celui tourné vers le secteur agricole. De 1960 à aujourd'hui, on a compris que le secteur minier n'a pas constitué le levier du développement économique. On a compris que le seul modèle qui faille l'attention de tout le monde, c'est de nous baser sur le secteur de l'agro-industrie. Le professeur Godin Poyi a lui aussi intervenu dans le même sens. Selon lui, le commerce extérieur est un outil puissant pour orienter la politique économique d'un pays. Les foires sont des zones économiques spécifiques et temporaires. Tout simplement parce que pendant ces événements, les investisseurs peuvent amener leurs marchandises sous le régime suspensif. Il s'agit déjà de facilitation et de soutien à l'entrepreneuriat. Des moments de discours qui ont juste après laissé place à une discussion intense entre les orateurs et l'assistance, question d'apporter plus de lumière dans toutes les zones d'ombre. Juste après cette conférence débat organisée en marge de la 46e édition foraine de la Foire internationale du Congo Kinshasa, Julien Paluku a accompagné ses invités à visiter le stand
qui inonde au jour le jour cette édition. Où en est-on avec la situation épidémiologique du VIH en République démocratique du Congo? Eh bien, pour ce faire, il faut une certaine maîtrise de la courbe des statistiques associant plusieurs années. Le Programme national de lutte contre le sida PNLS a organisé une journée d'échange à l'intention de professionnels des médias. Les précisions avec Nicole Sessep-Loka. Suivez. Au cours de cette rencontre, les professionnels des médias ont eu assez d'informations sur les IST et l'état de la riposte au VIH grâce aux interventions des experts du PNLS. Madame Mireille Bamboulé, chargée des communications adjointes du PNLS, a démontré les avancées significatives enregistrées par la RDC dans la prise en charge de cette pandémie. Le réseau des communicateurs pour la population RCP s'oriente vers une communication de proximité dans la lutte contre le VIH, a fait savoir son coordonnateur Adonis Bopé. Madame Charlotte Makengo propose l'intégration des aspects genre et droits humains dans les stratégies de lutte contre le VIH. Pour sa part, Madame Marceline Makoulou, chargée des communications du PNLS, a axé son intervention sur le message de prévention et de lutte contre ces virus. Et plus de 80% des jeunes n'ont pas assez d'informations sur le VIH, a fait savoir le médecin directeur adjoint du PNLS. La situation épidémiologique change au jour le jour. Chaque jour, il y a des aspects qui s'ajoutent par rapport au VIH. Chaque jour, il y a ce que nous appelons les jaugeages. C'est-à-dire que nous faisons des enquêtes pour savoir où étions-nous et où en sommes-nous. Est-ce que nous évoluons bien? Est-ce que ça ne va pas? À noter que le PNLS utilise la stratégie tester, traiter pour une bonne prise en charge des malades du VIH-Sida. Avec ses 80 millions d'hectares de terres arables, une fois valorisée, la République démocratique du Congo peut se mettre à l'abri de l'insécurité alimentaire dans les secteurs de Lulou, dans la province de Lualaba par exemple. Une campagne de distribution des intrants agricoles a été lancée. Images et commentaires. La lutte contre l'insuffisance alimentaire dans différents groupements du secteur des Lulou exige une grande production agricole. Ayant compris cela depuis son arrivée à la tête du secteur de Lulou, Betty Kiando Katoke a initié la campagne de distribution des intrants agricoles aux vénérables chefs coutumiers et associations. Le 30 décembre dernier, le marché Mupanza a accueilli de vénérables chefs coutumiers et associations venues de tous les coins et recoins du secteur de Lulou pour récupérer leur part demain de la deuxième chevin. Célestine Kassolomani, représentante de Betty Kiando Katoke. Malgré le nombre important de bénéficiaires, chacun d'eux a été servi selon les hectares cultivés. Cette action de Betty Kiando Katoke qui rencontre le besoin de ses administrés est saluée à sa juste valeur par ses bénéficiaires. Nous rendons grâce à Dieu pour cette dame de grand cœur, Betty Kiando. Elle ne fait que marquer la population par ses actions, surtout les enfants orphelins. Toutes les agglomérations du secteur des Lulou doivent s'activer dans l'agriculture pour lutter contre l'insécurité alimentaire. L'agriculture reste une priorité des priorités pour la province du Lualaba qui dirige Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini. Ainsi, Betty Kiando Katoke en a fait sienne cette politique. Déjà, un troisième lot d'engins agricoles composés notamment des semoirs et de herses a été réceptionné lundi 30 décembre pour les activités champêtres qui se font sur plusieurs hectares au village Lengue. Le secteur de l'agriculture, on en parle encore dans ce journal, cette fois dans la province du Haut-Ouélé. Les cas de figure, il s'agit de la recherche des sites pour les semences améliorées au profit des agriculteurs. Eh bien, le gouverneur de province, Jean Bakoumito, a visité un site de pépinière de plus ou moins 3 hectares. C'est un reportage signé Damas et Solé. Suivez. La campagne agricole pour consacrer la revanche du sol et sous le sous-sol, proclamée par le chef de l'État, se porte en merveille. Dans le Haut-Ouélé, le gouverneur se distingue par la multiplication des germopépinières des cultures pérennes, à l'image de celles qu'il visite le jeudi 2 janvier 2025 au village Obaï, situé au point kilométrique 7 sur la route Neissou. Jean Bakoumito Gambou explique. Suivant la vision du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, il nous faut absolument faire
en sorte que la revanche du sous-sol sur le sol devienne une réalité. Nous voulons combiner l'or jaune avec l'or vert pour diversifier notre économie. Nous allons également les dupliquer dans les 6 territoires pour nous permettre d'avoir un vaste plan qui va révolutionner l'agriculture dans la province du Haut-Uélé. Pour sa part, l'ingénieur Richard Mondongo, chef du sous-secteur ONAPAC Haut-Uélé qui gère le site, en donne quelques détails techniques. Nous avons le programme d'installer un centre de multiplication du matériel végétal performant. Ça va concerner 3 cultures, le café, le cacao et le palmier à huile. L'étendue ici est de 3 hectares. C'est seulement pour la germination. Et ça va maintenant s'éclater en pépinière. Nous allons aussi faire le café par le bouturage ici même. Après ça, les plantures vont aller dans des plantations. Le professeur révérend père Roger Gaïssé, dont la suite du gouverneur, félicite ce dernier et l'encourage dans cette relance agricole. Il était le grenier du café autrefois, que c'est important que le gouverneur ait mis l'accent sur ça. Je pense quelque chose d'encourageant. Il est à noter que 2 mois après, ces plantules seront distribuées gratuitement à plus de 1000 paysans du territoire de Rungu et environ. Papa Werner Jaba Komito Azana Makanisi Kitoko a valorisé le café et ça dit c'est 5000. Notre PC, grand merci. Et toujours en province, l'Assemblée provinciale du Sud-Ubangi a clôturé sa session de septembre, session essentiellement budgétaire. C'est un reportage de la RTNC Sud-Ubangi. Suivez. Tout est bien qui finit bien, dit-on. La session ordinaire de septembre 2024, qui était essentiellement budgétaire, s'est clôturée à l'Assemblée provinciale du Sud-Ubangi ce lundi 30 décembre, au cours d'une plénière présidée par l'honorable Papi Malumbandoko, qu'entouraient les 2 autres membres du bureau permanent, notamment les honorables députés provinciaux Dieudonné Ligbakelo et Philippe Libito, en présence du ministre provincial de la Santé qui représentait le gouverneur de province et qu'ont accompagné les autres membres du gouvernement provincial. Dans son discours de clôture, le président intérimaire de l'Assemblée provinciale a fait le rappel des activités réalisées par les honorables députés provinciaux pendant cette session ordinaire. Rapport de la gestion financière et comptable du bureau de l'Assemblée provinciale. Amendement de l'ordre du jour de la session. Motion incidentielle qui a abouti à départager les députés en contentieux électoral. Invalidation des députés non proclamés par la Cour d'appel du Sud-Ubangi et validation des députés proclamés élus par la Cour d'appel du Sud-Ubangi sous les RC 034. Adoption du rapport de la commission chargée de l'élaboration du budget de l'Assemblée provinciale exercice 2025. Il convient de noter que le vice-président de l'Assemblée provinciale du Sud-Ubangi a mis à profit cette occasion pour demander à l'exécutif provincial du Sud-Ubangi de faire preuve d'une gouvernance transparente, agissante et pragmatique pour assurer le bien-être de la population et le développement des entités de base. Que je déclare close la session ordinaire de septembre 2024. Et la dernière sortie médiatique de certains opposants a suscité colère et indignation auprès des jeunes de l'espace Grand Kasaï qui, dans une déclaration, disent non à l'appel à la haine tribale. Yvette Makuntima. Les jeunes de l'espace Grand Kasaï montent au créneau et fustigent tout discours clivant susceptible de renforcer les inégalités ou encore les sentiments tribaux. Dans une déclaration, ils dénoncent les propos jugés tribaux de certains opposants. Nous signalons que ces déclarations dangereuses, M. Fayoulou, s'inscrivent dans la même logique que celles ayant conduit à des drames historiques. L'histoire renseigne à quel point les paroles de haine peuvent engendrer des violences massives. Ainsi, nous ne tolérerons pas que de tels agissements soient encore reproduits en République démocratique du Congo. En outre, ils en appellent à la vigilance de la communauté internationale et nationale en cas de dérapage. Que la communauté internationale dispose des mécanismes précis pour traduire en justice ce qui incite à la violence. Les auteurs de tels discours, à l'instar de ceux condamnés par le tribunal pénal international pour le Rwanda, ces gens-là doivent comprendre que l'impunité n'a pas sa place dans le monde d'aujourd'hui. Le Congo reste un et indivisible. L'unité nationale autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste les seuls dénominateurs communs pour une nation, ont-ils insisté dans leur message.
C'était le 30 décembre 1998 qu'a eu lieu le massacre de Makobola. 26 ans après, que reste-t-il? On en parle avec Willy Atunakov. 30 décembre 1998, 30 décembre 2024, cela fait exactement 26 ans jour pour jour que plus de 700 personnes innocentes ont été sauvagement massacrées par la rébellion pro-rwandaise le 30 décembre 1998 à Makobola, localité située dans le secteur de Tanganyika, en territoire des Fizi, dans la province du Sud Kivu. Pour commémorer dans la méditation cet événement tragique, des tristes mémoires restées impunies jusque-là et exiger justice et réparation soient faites en faveur des familles des victimes, a été organisé par les comités des rescapés des victimes de Makobola, CRVM, sous la houlette de son coordonnateur national, Patrice Luebola et Chima, en présence de plus de 2000 personnes. Cette cérémonie a été essentiellement marquée par des prières, discours et témoignages poignants et choquants avant de se clôturer par une procession suivie du dépôt de germes de fleurs sur les fosses communes. Le numéro 1 de cette structure de défense des droits des victimes a, au nom de l'ensemble de la population de Fizi, réitéré l'engagement de cette structure à accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision relative à la restauration de l'état des droits en RDC et à la réparation des victimes des différents massacres perpétrés en RDC par les ennemis de la paix. Le CRVM a par ailleurs remercié toutes les personnes l'ayant assisté physiquement, moralement et financièrement à la réussite de l'organisation de cette cérémonie historique, parmi lesquels les députés nationaux John Mulonjani, Philippe Unjiyangia, ministre national honoraire Ferdinand Essambo, vice-ministre honoraire, quelques commandants de la police nationale locale et les leaders du mouvement patriotique Ouazalendo, sans oublier la notabilité des villages de Makobola 1 et Lamba. Et la fondation Kapinga Pamela s'intéresse et encourage la profession enseignant. En cette période de festivités, du moins la bonne année, les vivres ont été remis au personnel enseignant de l'école primaire Bokolo et un orphelinat également de la capitale a reçu ses présents. On en parle à travers ses commentaires. Suivez. Accompagner la vision du chef de l'État en ce qui concerne l'éducation des jeunes et encourager les enseignants dans leur profession sont plus qu'une motivation pour Kapinga Mbadou Pamela, collaboratrice du président Félix Antoine Tshisekedi à travers Fondacamp, fondation qui porte son nom. Après avoir sensibilisé les enseignants de l'épée Bokolo de Bandalungwa il y a quelques mois sur la passion d'enseigner, Kapinga Pamela est revenu encore pour en avoir le cœur net en cette fin d'année. Des fiches d'évaluation ont été distribuées aux enseignants afin de répondre à quelques questions, notamment sur leur ponctualité, motivation et impact même des enseignements dispensés aux élèves pour sceller un bon partenariat. Avant de se séparer, les enseignants ont été surpris par un don composé de sacs de farine de maïs, des riz, des cartons de poissons salés, d'huile, des pagnes et bien d'autres vivres. Nous, on croyait que quand il était venu pour la première fois, et que c'était une vie seulement comme ça, il pouvait me disparaître, mais vraiment ça nous a marqué. Et merci beaucoup à Madame Fondacamp qui a pensé vraiment à ses amis. On voit maintenant que vraiment il est ami des enseignants de Bokolo. Et vraiment nous le remercions, qui Dieu vraiment la protège. Merci beaucoup au chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par les canaux de Maman Pamela, Maman Fondacamp. Merci d'avoir pensé à nous, enseignants de l'EPA Bokolo.
mpona président na biso Félix Tshisekedi Tshilombo asaleli biso ya mingi tosepeli na ye makasi nzambe apambola ye akende ka toujours likolo apesa ye mibu ebele lokola bandi kokanisela biso bansenya boye oyo nanu tomona te mbandanga nazala enseignante namona nanu te bapesanga pane bapesanga loso soki fondaka peyaki te lelo tongei kolia te. Les actions sociales étant l'un de ces axes, la fondatrice de la Fondacamp est allée également au Homme de Veillard de Kitambo où elle a donné un lot de vivres pour soutenir les personnes de troisième âge. Et voilà qui met un terme à ce journal de 20h réalisé par Patrick Kachalampo et assisté de Junior Louyeye à la prise de son Joseph Nzezo, Griben Koubou, technicien à la régie finale, Yvette Makuntima à la rédaction et Chico Bipendo à la prise des vues. Nous vous disons merci de nous avoir suivis depuis la ville de Kikwit dans la province du Kwilu et partout ailleurs en République démocratique du Congo. Bonsoir chez vous et surtout une bonne année 2025.